cours du 5e siècle, l'Empire romain d'Occident se désintègre inéluctablement sous la poigne de fer des tribus barbares. En 476, le dernier empereur abdique. Pour beaucoup, c'est la fin de l'Empire. Mais est-ce vraiment le cas? Car au même moment, à Constantinople, l'Empire d'Orient est florissant. Et en 527, un empereur du nom de Justinien monte sur le trône. Non seulement il tient à codifier le droit romain, mais il veut également reconstituer l'Empire de Constantin. Justinien Ier, empereur de l'âge d'or byzantin, est un outsider. Il a la chance d'être le neveu d'un soldat à qui une brillante carrière a permis d'accéder au trône. Justinien était né à la campagne dans l'actuelle Serbie. Il était venu chercher fortune à Constantinople avec son oncle Justin. Ses 40 ans de règne sont marqués par une intelligence brillante, une éthique de travail sans précédent et une brutalité implacable. 2 ans avant son accession au trône, Justinien épouse une femme superbe et déterminée, Théodora. Il n'y a qu'un problème. Théodora est une ancienne danseuse et courtisane. Pour effacer son passé douteux, Justinien lui offre une promotion. Le jour de son couronnement, il la nomme co-impératrice. Son élévation au pouvoir provoque une onde de choc dans l'aristocratie. On dit que c'était une prostituée qui travaillait près de l'hippodrome, qui dansait avec les ours, et je ne sais pas ce que ça implique, mais ce n'était pas bien vu. Elle avait une vie sexuelle très active. Ensemble, Justinien et Théodora vont gouverner l'Empire en égaux. Elle devait être très intelligente, avoir une volonté de faire et exceller en politique de cour. Justinien pressent qu'il laissera un héritage basé sur la restauration des frontières de l'ancienne Rome. À l'ouest, il commence par reprendre les territoires perdus au cours des ans. À Constantinople, il se lance dans de vastes campagnes de travaux. L'ennui, c'est que pour les payer, il lève des impôts monstrueux, tout aussi populaires à l'époque qu'ils le seraient aujourd'hui. De surcroît, il veut contrôler ou supprimer toute forme de célébration païenne. L'étude des anciens philosophes d'Athènes, le jeu, la prostitution, l'adultère, l'homosexualité, les chrétiens qui ne pensent pas comme lui, et les juifs. Il n'a pas beaucoup de fans. Et alors, il est empereur. Il se fiche de sa cote de popularité. Grave erreur. Tandis que Justinien resserre son étau, le ressentiment de la population tourne à la rage. Et contrairement aux autres civilisations, où les masses n'ont pas de lieu pour exprimer leur colère, les Byzantins ont l'hippodrome. C'est le cœur de la vie sociale de Constantinople. Conçu comme un stade pour les courses de chars, il peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Sa construction s'est étalée sur 2 siècles. Une tâche colossale, exigeant chacune des techniques du bâtiment connues à l'époque. En forme d'épingle à cheveux géante et calquée sur le célèbre Circus Maximus de Rome, l'hippodrome fait près de 500 mètres de long et 117,50 mètres de large. Le terrain décline brusquement à l'extrémité sud du site, choisi par les architectes. Ils ont construit des soubassements voûtés comme dans la Rome antique, afin de créer une plateforme au bon niveau. On fait venir artisans et maçons de toute la Méditerranée. Ils commencent par bâtir l'arcade du soubassement, haute de 4 étages. Elle constitue une galerie abritant échoppes et cafés. Au-dessus, 2 étages de gradins surmontés d'un portique surplombent la piste sablée. Comme tous ses prédécesseurs, Justinien trône dans une loge appelée Castisma, qui offre aux citoyens un rare aperçu de leur souverain. C'était un mélange de stades, de salles de spectacle et de tribunes pour la propagande impériale. Il avait une immense capacité. Des sommes énormes sont engagées dans les paris sur les équipes. Les bleus, les verts, les rouges et les blancs.
Ils représentaient les factions politiques. Aujourd'hui, on se dispute autour des résultats des matchs de foot. Eux, c'était les courses de chars, et ça pouvait prendre une importante dimension politique. L'hippodrome est l'une des gloires architecturales de Constantinople. Mais en 532, il est également le théâtre d'un des actes les plus brutaux d'un empereur contre son peuple. Un jour de janvier, Justinien, à l'apogée de son impopularité à cause de sa politique rigoureuse et à ses lourds impôts, apparaît dans sa loge devant une foule en ébullition. Tout d'un coup, ils se sont rassemblés et ont marché contre l'empereur. Cet endroit était le cœur cérémoniel et politique de l'Empire, et des dizaines de milliers d'opposants étaient en pleine émeute. Les bleus et les verts n'étaient pas des bandes rivales. C'étaient des factions englobant aussi bien des voyous des rues que des politiciens ou des aristocrates. Et lorsque des milliers d'entre eux ont envahi l'hippodrome au cri de « Nika, Nika, victoire, victoire » pour protester contre les impôts écrasants, c'était comme si la droite et la gauche s'étaient retrouvées au Stade de France pour manifester ensemble, ce qui ne serait pas une si mauvaise idée. Malheureusement, la grogne a tourné à l'émeute et l'émeute à l'insurrection. Une semaine plus tard, un tiers de la ville était en cendres. Justinien a eu tellement peur qu'il a failli s'enfuir. Dieu merci, il avait une femme de tête. Il était prêt à gagner la rive asiatique du Bosphore, mais Théodora, ancienne actrice et prostituée, lui a dit « Je ne vais pas tout abandonner maintenant, bats-toi ». Et il l'a fait. Les paroles de Théodora font mouche. Les représailles de Justinien seront calculées et terribles. Il envoie ses généraux rassembler une troupe qui marche sur l'hippodrome. La fin de la sédition Nika est un événement de proportion biblique. Justinien appelle les rebelles à se réunir dans l'hippodrome, suggérant qu'il pourrait leur faire des concessions. C'est un piège. Les portes se referment sur eux et les troupes impériales les massacrent. En quelques minutes, tous les insoumis sont systématiquement abattus. Le centre de la vie publique de Constantinople est devenu un charnier estimé à 30 000 corps. C'était un homme accessible et affable qui pouvait d'une voix douce ordonner le meurtre de milliers de personnes. La capitale est en ruine, mais Justinien y voit une occasion à saisir. Il va la reconstruire et en faire un hommage éternel au pouvoir absolu, le sien. Des cendres de Constantinople naîtra l'une des plus magnifiques églises du monde. Elle sera le centre de la nouvelle religion et le témoignage du génie byzantin dans les siècles à venir. Après avoir maté la rébellion, Justinien a immédiatement entrepris de moderniser la ville. Et il a proclamé qu'il tenait les rênes et que tout allait bien dans l'Empire romain. Justinien n'est pas connu parce qu'il était impitoyable. Nous nous souvenons de lui parce qu'il nous a légué un somptueux héritage architectural. La priorité de l'empereur est de rebâtir la principale cathédrale de la ville, l'église de la Sainte Sagesse, Sainte Sophie, qu'on appelle aujourd'hui Hagia Sophia. Il charge les architectes Isidore de Milet et Antémios de Tralles de sa construction. Respectivement professeurs de physique et de mathématiques, excellents théoriciens, ils n'ont pas une grande expérience du terrain. Les architectes de Sainte-Sophie n'étaient pas les meilleurs de leur temps. Pour le meilleur ou pour le pire, ils étaient professeurs. Nous autres, professeurs, n'avons pas toujours les connaissances pratiques. Pourtant, Justinien leur laisse carte blanche. Il n'a que deux exigences, que la cathédrale soit terminée le plus vite possible et qu'elle ne ressemble à aucun autre monument sur Terre. Les travaux démarrent 6 semaines à peine après la sédition Nika.
Il fallait des années pour former des équipes d'ouvriers, pour rassembler tous les matériaux de construction nécessaires à un projet de cette envergure. Justinien l'a fait pratiquement dans la seconde. Isidore et Anthemius proposent un projet de conception révolutionnaire et de proportions gigantesques. Ils veulent créer la plus grande coupole du monde, 32 mètres de diamètre. Pour cela, ils vont perfectionner un élément architectural inventé par les Romains, mais jamais parfaitement réalisé, le pendentif. Il faut d'abord construire 4 arches massives pour soutenir le dôme. Viennent ensuite les pendentifs, des triangles sphériques qui permettent de couvrir un espace de plan carré avec une coupole de plan circulaire et de répartir son poids uniformément sur les 4 arches. L'addition de demi-coupoles plus petites ouvre un espace encore plus vaste. Grâce au pendentif, les architectes de Justinien créent un gigantesque dôme qui semble flotter dans les airs. Il s'élève à 56 mètres, 10 de plus que la Statue de la Liberté. La nef qu'il surplombe est un immense espace ouvert de 70 mètres sur 75. Il y avait 100 équipes de 100 ouvriers, dont la moitié travaillait du côté nord de l'édifice et l'autre du côté sud, rivalisant entre elles pour ériger la grande église. Une église de dimension jamais vue surgissait comme par magie, plus vite que n'importe quel bâtiment de l'époque et de cette taille. Hagia Sophia est consacrée en 537. Moins de 6 ans après la pose de la première pierre. Justinien était très fier de son église, à juste titre. C'était une grande idée, un grand projet conceptuel. Sa réalisation, l'édifice lui-même, était risqué. Un constructeur plus averti et plus pragmatique aurait compris qu'un dôme de cette taille, avec les matériaux disponibles en si peu de temps, serait au mieux dangereux. Avant même la fin de la construction, les piliers soutenant les arches commençaient à gauchir et à s'écrouler. 20 ans plus tard, le dôme s'effondre lors d'un séisme. L'architecte Isidore le Jeune, neveu du premier, est chargé de sa réfection. Il solutionne le plus grave défaut en surélevant le sommet, car une poussée plus verticale sur un dôme plus haut s'appuie sur le sol qui forme un bon support. Un dôme aplati, trapu, dont la poussée est horizontale, refoule le poids sur les côtés et boum, tout s'écroule. Isidore rehausse donc le dôme de 6,40 mètres et voilà le résultat. Sa conception novatrice n'est pas l'unique raison de la célébrité de Sainte-Sophie. Les colonnes sont délicatement ornées des monogrammes de l'empereur et de son épouse. Il ne nous est jamais permis d'oublier que c'est les grandes œuvres de Justinien et de Théodora. L'empereur Justinien a créé un centre religieux et solidement établi Constantinople comme capitale de la chrétienté. Il a utilisé un architecte pour faire passer un message important. Et c'est un message important. La plus grande église de la chrétienté, le dôme le plus vaste du monde jusqu'à la Renaissance. Un édifice qui écrase les thermes de l'ancienne Rome et tous les grands temples de l'Antiquité. À la fin de son règne, l'Empire byzantin a atteint sa taille maximale. Il comprend la Syrie et la Palestine, l'Asie mineure, l'Italie, la Grèce et au sud, l'Afrique du Nord et l'Égypte. Mais le peuple paie le prix de l'expansion. Les constantes campagnes militaires de Justinien, associées à son obsession de reconstruire la capitale, ont quasiment réduit l'Empire à la faillite. L'Empire ne s'est jamais remis de la mégalomanie de Justinien. Il est peut-être symbolique que le dôme de Sainte-Sophie se soit écroulé. Comme il a repoussé trop loin les limites politiques de l'Empire, il a repoussé trop loin celles de l'architecture.